So welcome back to the Berlin hearing. We already went to a lot of our hearings, and now we will continue to do so and give our witnesses and organization the chance to share their work and also their testimonies. Now we're gonna go forward with the hearing 7 on living under stress, encampment and risk of deportation in Germany, and the hearing will mainly be in English. But if you still need translation, as always, please write us an email under ppt_berlin@riseup.net. Or if you are here in the room and you need translation, please consult me or Khaled, my co-moderator, if you need any help. So, in this hearing, we will have several testimonies and also organizations presenting their work. And first, we will start with the testimony of a witness from Mecklenburg-Vorpommern, which is Guillermo Thompson. And he will talk to the topic of complicity and silence. And he has prepared a little PowerPoint presentation with quite explicit photos. So just a small warning that you are aware of what is coming next. Thank you. Hello, everybody. My name is Guillermo Thompson. I'm a refugee at this camp in Horst, Mecklenburg. And my story is a real story that is happening as we speak in this camp. And I thank you, Mr. Saeed, Mrs. Sarah, for being here as well, and everybody as well. So as you know, this is not a new story. This has been happening for many years at this camp. So the experience that many refugees are suffering right now as we speak is police brutality, Maltesa, who are the people who are supposed to take care of us as mentally, as to give us a secure place. They're not doing this. They're violating our rights. How are they violating our rights? If we speak out. If we speak out for something that we might need for accommodations. The children, when you ask for something for medical treatment, there's none. This is what happens when you speak out. On lève la voix. I can continue to show this Je picture all day. peux vous montrer toutes ces photos, mais Broken windows vous voyez, from the second story. voilà, des fenêtres cassées Their children. au deuxième, des enfants exposés. This is real. Et c'est des photos réelles, c'est des situations This is réelles. out. Et Stop the ça police parle brutality. pour soi-même. Il Il faut arrêter la violence policière contre les réfugiés, les migrants. Nous ne sommes pas des criminels. Nous partons de notre pays. Moi, j'ai choisi l'Allemagne parce que c'est là où on respecte la loi. Et moi, je crois en la société allemande et en la loi. Ça, c'est ma fille, Valentina Thompson, 5 ans. Une enfant de 5 ans. Malheureusement, elle a été attaquée par un autre réfugié. Il avait des problèmes mentaux, d'après ce qu'ils ont dit. Et quand j'ai vu ça, elle a été attaquée. J'ai essayé d'intervenir, mais j'ai appelé la police. Mais si je n'avais pas mis la pression sur les représentants du Malteser, ils ne seraient pas venus. J'ai beaucoup de vidéos qui montrent ça, mais mon équipe légale m'a dit de ne pas les montrer ici parce que je me mettrais en danger moi-même face à la police. Mais je l'ai sur mon téléphone. Alors, le 27, dans ma salle, chez moi, dans la
Ils sont venus chez moi, ma maison, ma chambre, mon espace sûr, sécurisé. Ils sont rentrés, la police, avec les Maltesers, parce que j'ai des offres pour parler sur des événements autour des réfugiés, comme pour la famille de Carlos Mendes Pineda, Jensen Savillon, tous eux. Il y a beaucoup de réfugiés qui souffrent parce qu'ils n'ont pas de traitement médical, et si on lève la voix, voilà la réponse. Mais il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Et je suis réfugié, moi aussi. Et c'est traumatisant, très traumatisant, non seulement pour moi, pour ma fille, pour tous les réfugiés dans ce camp, de voir la réalité. Et j'ai eu mon entrevue le 18-19 août avec Madame Plummer, la représentante en charge d'immigration, de 8 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. De 8 heures écart, 15 minutes. Et c'était une des beaucoup demande-moi pourquoi je suis partie de mon pays. Elle a rigolé. Et je veux que Madame Plamer voit vraiment la vidéo. Elle sait que je dis la vérité. Elle m'a dit, pourquoi vous voulez venir en Allemagne? Et je lui ai dit, j'ai nulle part ailleurs où je peux aller, je ne peux pas rester chez moi. C'est un dictateur chez moi. Tout le monde le sait, l'Union européenne le sait, mais vous le supportez, vous le soutenez quand même. C'est pour ça que je suis ici devant vous. Et je parle parce que c'est la réalité dans un camp de réfugiés. Ils vous donnent des sandwichs du lundi au samedi, midi et le matin, tout le mois. Et je vais demander à tout le monde, est-ce que c'est une alimentation correcte pour un enfant, manger des sandwichs matin, midi et soir? Est-ce un crime si je veux quelque chose de bien de manger? Ouais, mais l'autre Guillermo, il parle, donc nous allons faire de sa vie un enfer puisqu'il lève la voix. Il y a un petit groupe de représentants de l'ordre maltaise qui ont parlé. Il y en a d'autres qui sont positifs et ils me l'ont dit en général, ils m'ont dit c'est correct de parler ou s'il faut le dire. C'est comme à Berlin, c'était divisé dans l'Est et l'Ouest et l'ordre des Maltésiens appartient à la suprématie blanche, donc c'est là où on peut se cacher aussi. Je sais, j'ai 15 minutes pour parler, mais je vais en faire les meilleures 15 minutes pour tous ces réfugiés qui souffrent dans ce camp et dans tous les camps. Il y a beaucoup de camps en Allemagne aussi qui sont censés être ouverts. Est-ce que nous n'avons pas appris les leçons de 1930 et en avant? La société allemande, une bonne société, mais il y a un petit groupe qui a toujours cette mentalité des années 1930, mais on est en 2020. Migration, c'est un droit. Parler, c'est un droit humain et fondamental. Alors, je vais demander tout le monde, faire appel à tous ici présents. C'est une des raisons pour lesquelles je suis venue. Toutes les personnes qui me voient savent quelle est la situation réelle, aussi en Allemagne, et de partout, en Italie, en Espagne. Ma fille a droit à une meilleure vie, elle mérite une meilleure vie, mais les gouvernements, avec leur
l'Europe avec les États-Unis supporte un régime au Guatemala, aux Honduras, et là, les gens sont forcés de migrer. Si on reste là-bas, on est tué tout simplement. On a été attaqué par les militaires de San Juan Hernandez. Alors, vous pouvez vérifier les infos. C'est ainsi, c'est vrai. Juan Orlando et ses hommes. Son frère est en prison parce qu'il a pour des drogues et ça continue. Mais le plus important ici, et je suis vraiment très reconnaissant d'avoir pu venir ici et en parler, ce sont les enfants. C'est leur futur. C'est eux le futur. C'est eux que, desquels la société allemande doit prendre soin. Parce que ça, c'est pire pour les enfants. Et en ce moment, je suis disposée à vous répondre à vos questions si quelqu'un veut en poser. Est-ce qu'il y a, oui, est-ce qu'il y a une question? Oui, d'un des jurés. Oui. Est-ce qu'il y a des questions ou veut intervenir? Levez la main, s'il vous plaît. Alors, ma question serait, si vous avez vraiment essayé de parler de ces agressions à la police, si j'ai fait une dénonciation chez la police, oui. Là, il faut dire, je peux vous montrer la vidéo. J'adorerais vous la montrer, je suis là pour ça. La première chose qu'on a fait quand il s'est produit avec cette chose avec les Maltaisiens, ils sont rentrés chez moi sans permis, ils m'ont mis sous pression, violé mes droits. Quand j'ai fait ça, et après, ça a escalé jusqu'au 27 septembre. C'est là où j'ai été attaquée par la police parce que les Maltaisiens lui avaient dit c'est lui. Ils n'ont pas réussi à débloquer mon téléphone. C'était un iPhone. Ils me l'ont enlevé. Ils l'ont pris avec eux à la station police. Et le policier a dit non, on ne va pas vous le rendre. Ouais, mais même comme ça, j'ai des preuves pour prouver ce que je dis. Et je devrais vous le montrer. Mais c'est mes conseils, mon conseil juridique, Catherine m'a dit de ne pas montrer ces photos. Parce que c'est des situations qui sont encore en cours et ça pourrait empirer les choses. Autre chose, c'est que et il faut comprendre que je suis un peu pleine d'émotions, alors parfois on m'envoie. Oui. Voilà, je suis à votre disposition pour des questions. Il y a une question qu'on a reçue qui dit est-ce que vous pourriez parler un peu plus du travail des Maltaisiennes dans le camp. Vous vivez dans un camp actuellement? Oui, est-ce que vous pourriez parler du travail ou du rôle des Maltaisiens dans ce camp? Oui, les Maltaisiens, c'est un petit groupe de personnes. Ils pensent que là, il y a une suprématie blanche face aux réfugiés. Euh, euh, alors, il n'y a pas de traitement médical le week-end ou et quand on va à la cafétéria et on n'a pas terminé de manger. Vous n'avez pas le droit d'emporter ce que vous n'avez pas encore terminé. Si vous essayez de parler avec eux, ils disent non, vous ne pouvez pas. Non, nein. C'est ce que j'ai appris dans la façon dure, disons, le non, le nein allemand. Alors,
ils vous traitent de mauvaise façon, ils ne vous traitent pas comme des réfugiés et d'une façon comme si on était des criminels où on nous traite comme si c'était un camp de prisonniers. Il y a des années que ça se passe comme ça. Vous le pouvez trouver sur ce camp, dans tout autre camp, vous pouvez trouver les informations sur Internet. Il y a, surtout en Allemagne, mais il n'y a personne des responsables qui regardent ça, mais on ne peut pas continuer à ignorer, ce sont des faits. Oui, merci pour votre témoignage. Vous avez dit que la sécurité ou la police ou le personnel maltaisien sont rentrés chez vous, votre salle, votre espace privé sans votre permis. Est-ce que vous pourriez expliquer quelle était la situation dans laquelle ça s'est passé? Qu'est-ce qu'ils voulaient chez vous dans votre chambre? Comme vous avez déjà dit, c'est votre espace privé. Et c'est une violation de la Constitution. Ça ne devrait pas être violé. On sait que ça se passe dans beaucoup de camps de réfugiés, mais je voudrais un peu plus d'infos. Comme vous l'avez dit, Madame Sarah, pour éclaircir leur raison pourquoi ils sont rentrés chez moi le 27, c'est parce que depuis le début au camp, j'avais pris conscience de beaucoup de choses qui se passent avec les Maltaisiens qui ne travaillent, qui ne traitent pas bien les gens, et j'ai commencé à filmer la situation, les choses qui se passent là, comme les photos que j'ai montrées. Et le jour où je suis arrivée, le 27, j'avais fermé ma chambre à clé, mais ils sont rentrés, ils ont tout regardé. Ouais, j'imagine qu'ils cherchaient les vidéos que j'ai fait. Et j'ai dit, j'ai demandé aux Maltaisiens pourquoi la chambre est ouverte. J'ai fermé, je suis partie, c'était fermé. Alors il y a tout été, je voulais filmer cette scène des fêtes, quoi. Le jour d'avant, il y avait eu des luttes, il y avait eu aussi cette agression, il y avait une fenêtre qui a été cassée en plein dans le visage des gens, quoi, juste avec des gens derrière. Moi, j'étais dans ma chambre quand ça s'est passé et j'ai les vidéos. Et je répète, j'adorerais vous les montrer mais je peux pas parce qu'ils m'ont dit ça va causer des problèmes juridiques. Hein. C'est pour ça que je ne peux pas les montrer, mais ça, je peux vous montrer la photo. C'est pour ça que la police est venue chercher chez moi pour cette activité comme activiste, et qui montre ce qui se passe quand les personnes luttent, qui sortent les couteaux et les enfants le voient, qui voient des choses terribles, le sang, la violence. C'est terrible, vraiment. C'est exaspérant. Alors, je ne sais pas où est-ce que je peux aller. Il faut qu'il y ait un responsable. C'est pas Guillermo Valentine. Pour tous les réfugiés qui ont le droit de migrer, le droit de partir, d'être en sécurité. Nous sommes en Allemagne. Ouais. Vous croyez que vous êtes en sécurité après ce qui s'est passé là en Allemagne? Je suis partie de chez moi, de mon pays, à cause de ce manque de sécurité, précisément pour cela. Enfin, je veux dire, aidez-nous, société allemande, la bonne société allemande, parce que les Allemands, ce sont des bonnes personnes. Ils respectent beaucoup, ils respectent la loi des droits humains pour tous les êtres humains. Les réfugiés, on a le droit d'être ici. Nous ne sommes pas des criminels. Jordi a pris mes empreintes digitales, hein, mais on n'est pas traités comme des criminels.
donné à ma fille la chance que vous avez, vous les Européens, enlevé dans d'autres pays où vous soutenez des régimes de dictateurs. Par exemple, Sierra Leone et Fred Charlie est venu précisément pour cela aussi. Il est ici. Oui, demandez. D'accord, on a une autre intervention. Oui, merci de partager votre expérience avec nous. Je voudrais demander, si j'ai compris, l'organisation des Maltésiens, je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Est-ce que vous savez si c'est très répandu dans les camps, ce genre de traitement ou d'agissement? C'était pas très clair. Est-ce que vous pourriez répéter la question? Oui, en effet. Excusez-moi. J'ai commencé avant de penser. Si j'ai compris, bien compris, les Maltésiens travaillent dans plusieurs camps. Alors, est-ce que vous savez, ou vous pouvez nous dire si cette pratique, cette façon d'agir est très répandue dans les autres camps? Corrigez-moi si j'ai mal compris. Vous demandez si c'est généralisé ce comportement dans les différents camps où les Maltésiens travaillent. C'est bien ça? Oui. Enfin, je dirais que normalement, la pratique normale, c'est de tous les jours. Pour moi, c'est pas normal, mais ça se passe maintenant, pendant qu'on parle. Non. La question étant si vous avez des informations, si cette façon d'agir est répandue dans d'autres camps, si c'est la même situation dans d'autres camps. Est-ce que vous avez entendu d'autres témoignages où c'est pareil, ce genre de comportement? Oui, j'ai lu un article d'un journaliste du Venezuela qui a dit il est réfugié, il est lesbien, lesbienne. Oui, j'ai entendu que ça se fait aussi dans d'autres camps. C'est de la pratique normale. Merci de votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des jurés? D'accord, bien, merci beaucoup. Est-ce que je peux terminer? D'accord. Alors, c'est mon histoire et je veux terminer en vous disant, tout le monde qui est là, en présence ou en ligne, merci. Merci d'avoir écouté et d'écouter les réfugiés. Et je parle en leur nom, la vraie histoire de ce camp terrible. Il s'appelle Horst en Mecklembourg. N'oubliez jamais cette photo que j'ai là dans la main. C'est eux le futur. Il faut les protéger. Protégeons-les. Merci. Merci pour votre intervention. Il nous reste une autre question du jury. Vous voudriez rester merci. Non, il y a deux questions. Une question du jury et une de participants. Oui, je me demande simplement que vous êtes toujours dans le camp, que vous vivez toujours là-bas. Oui, après cette enquête, cette interview, elle m'avait dit, j'ai parlé avec elle le 18-19, après cette entrevue avec l'officier en charge de mon cas. Et vous savez, Miss Plamin, il y a 3 mois, j'étais là, ma fille a été attaquée, je vous ai expliqué qu'il y a beaucoup de violence pour les réfugiés. Et, et après avoir informé de cette attaque, vous êtes resté dans le même camp. Je suis toujours là, malheureusement, et il y a beaucoup d'enfants dans ce camp. Nous sommes toujours dans le même camp. Ce n'est pas correct. Il n'y a pas de traitement médical pour personne. Ils le savent. Ils le savent. J'invite n'importe quel politicien de venir le voir s'ils sont prêts à vivre dans de telles conditions.
introduce yourself, please, Berit Brennan. Et de vous présenter. Berit Brennan est demandé de se présenter. Alors, excusez-moi, il y a un petit changement. Nous avons un autre réfugié qui vit dans un camp qui voudrait donner un commentaire. En fait, ce n'est pas vraiment un commentaire. Il voudrait travailler sur ou informer sur la situation de ce même campement, le Horse Camp. Oui, on fait une désinfection du micro. Voilà. Voilà. Vous avez la parole. Ce sera en espagnol. Si vous avez besoin d'une interprétation, faites-nous savoir. Et pour ceux en ligne aussi, et les participants dans l'aquarium, si vous avez besoin d'une interprétation, dotez-vous donc des moyens disponibles. Bon après-midi, je suis Jaime Olivo, je suis d'origine du Mexique et je cherche refuge dans le camp avec d'autres enfants. J'ai deux enfants, 13 et 16 ans. Je les adore de tout mon cœur, mes deux fils. Je veux parler ici sur le fait suivant. C'est le fait que Guillermo Thompson est actuellement, il y a des arbitrariétés, donc des choses, une discrimination et encouvrement de délits. Et dans mon cas, on cache les délits. J'ai souffert une attaque dangereuse d'une personne avec un couteau. Cette personne m'a attaqué avec une arme, un couteau de ce format. J'ai dû défendre. Cet homme presque nous tue. Le système de host Malteser, au lieu de me permettre de faire une réclamation, ils ont dissimulé les faits. Ils ont dit à la police qu'ils ne prennent pas ma déclaration, ma plainte. Et ce système de dissimulation de la part de Maltese Force, il faut prendre des mesures avant qu'il arrive une tragédie. Dans mon cas, j'étais sorti vivant, hein, il y avait plus de 20 témoins. Donc c'est vrai, c'est prouvé. Alors, moi j'ai mon fils qui a 16 ans, qui a des problèmes d'autisme. Il s'est évanoui 2 fois pour malnutrition. Un médecin de This Brave a dit au système Malteser qui s'occupe de son alimentation et qu'il s'occupe d'agiliser, d'aller plus vite avec toutes mes questions juridiques. Pardon. J'ai eu moi aussi des problèmes de santé. Au lieu de me recevoir, on s'est moqué de moi. J'ai les photos de ça. J'avais une tension extrêmement basse. J'ai des problèmes au genou. Et l'État de Mecklenburg, j'ai reçu un soutien. Je n'ai pas reçu d'aide, pardon. J'ai dû venir à Berlin pour qu'on me reçoive. J'ai dû aller dans un hôpital. J'ai dû demander la charité dans un hôpital. En fait, j'ai dû supplier à la porte de l'hôpital en leur disant aidez-moi, recevez-moi, aidez-moi. Parce qu'à Horst, quand je leur ai demandé quel est le nom de l'assurance qui doit s'occuper de mon cas, ils m'ont dit que je n'ai pas d'assurance, je n'ai pas de droit. C'est ça qu'on m'a dit. Donc j'ai dû venir jusqu'ici, jusqu'à Berlin, où on m'a bien reçu. J'ai dû supplier
pour avoir une attention médicale, pour être traité. Hier, on m'a fait une prise de sang, on m'a mis du plasma, on m'a mis de l'acide hyaluronique et autre chose dans le genou, parce que j'avais perdu 75% de l'utilisation, enfin de la capacité de mon genou. J'ai dû venir de Horst tout seul, parce que je n'avais pas d'argent pour payer le bus aussi à mes enfants, la nourriture, l'hôtel. Donc, j'ai demandé permission à Malteser pour qu'ils me laissent confier mes enfants, leur confier mes enfants. Ils ne m'ont pas donné la permission. Et quand je suis venue, ils m'ont pris mes enfants. Ils les ont emportés, ils les ont emmenés dans un autre camp. Alors ça, c'est terrible, parce que M. Thompson sait que j'ai toujours été partout avec mes enfants, que je m'occupe d'eux. Mais dans cette occasion, je devais demander de l'aide pour moi, pour ma propre santé, parce que si moi, je ne suis pas capable de, je ne suis pas en bonne santé, si j'en reste au système de Horst, on me coupe un doigt, on me coupe un pied. Donc j'ai dû demander de l'aide médicale en dehors de Horst. Et c'est absolument injuste qu'on m'ait enlevé mes enfants alors que je m'en occupais très bien. Qu'on me rende mes enfants, tout d'abord. Je suis venue à Berlin parce que j'étais obligée, parce qu'il n'y avait qu'ici que je pouvais trouver les moyens de me soigner. À part du fait que là où ils sont, ils n'ont pas école. Il n'y a pas d'école dans le camp où ils ont mis mes enfants. Ils sont en train de perdre mon fils de 16 ans a besoin d'aide médicale et l'autre qui est plus petit n'a pas d'école. Les jeunes ne reçoivent pas de cours suffisants. Je suis ici pour vous demander votre soutien et parler de Guillermo. Vraiment, il y a une injustice, il y a une dissimulation de ce qui se passe et c'est aussi un cas. Il faut que vous vérifiez et que vous alliez voir ce qui se passe. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas si vous avez des doutes, je vous réponds avec plaisir. Sur n'importe quelle question que vous ayez. I would like to ask the jurors if they have Je any. voudrais demander aux juristes s'ils ont une question ou un commentaire. Oui. Is it from the online jurors? Yes, we're getting it now. Please go ahead. Yes, I would like to ask the gentleman from Mexico. Je devrais demander au monsieur du Mexique. Pouvez-vous parler plus fort? I would like to ask to the person from Mexico under which excuse, under which. Quelle est l'excuse qu'ils ont utilisée? Quelle justification est-ce qu'ils ont pris ces enfants? De quel droit ils l'ont emmené dans un autre camp? Qu'est-ce qu'ils se dit? Est-ce qu'ils avaient une excuse légale? Est-ce quelle est la justification qu'ils ont donnée? Let me repeat the question, please. You were asking what is the legal basis that the child was taken under, right? Right. We will try to translate now this question to our I can witness. repeat in Spanish if you Yeah. wish. Yeah. Oh, can you ask in Spanish? Sí, por favor, quisiera preguntarle cuál fue la justificación legal, si hay una, para quitarle sus hijos y ponerlos en otro campo, llevarlo a cualquier otra, en cualquier otro campo. O sea, si hay una justificación o cuál fue la justificación que le dieron para hacer eso. Bueno, cuando Oui, fui quand j'étais faire ma demande de permission par écrit, quand j'ai demandé à ce qu'une personne majeure s'occupe de mes enfants mineurs, ils m'ont dit que ce n'était pas possible.
Ils se sont moqués de moi. Et ils m'ont dit que pour laisser mes enfants aux soins de quelqu'un d'autre, il fallait que je le demande à Berlin. Il faudrait que ce soit un frère ou quelqu'un de ma famille. C'est la seule personne qui pouvait s'occuper. Je dis, mais comment vous voulez que il n'y a personne d'autre de ma famille, il n'y a que moi. Donc, comme moi j'étais malade, je n'avais pas de choix. Donc, j'ai fait une lettre en disant que mes enfants allaient être soignés, que telle personne allait s'occuper de mes enfants pendant mon absence, mais ils n'ont pas voulu respecter ça. Malgré le fait que moi j'avais trouvé quelqu'un pour s'occuper d'eux, ils ont enlevé mes enfants. Okay, thank you. For answering this question, we also have Merci d'avoir répondu à cette question. J'ai une autre question. Donc, c'est un commentaire, si j'ai bien compris. Yeah, Oui, s'il vous plaît. there is always some confusion managing this hybrid meeting. Yes, please go ahead. Allez-y, je vous prie. Bon après-midi. Je voudrais savoir quelle possibilité il a que ses enfants soient transférés à Berlin. Moi, j'aide dans la mesure du possible, y compris concernant l'accès à la santé. Mais je suis très inquiète parce que les enfants de mon compagnon, de mon amoureux, ont été discriminés. Ils ne vont pas à l'école, ils n'ont pas de bonne alimentation. Ils sont dans un état lamentable. C'est malheureux. On a un certificat du médecin, de la pédiatre, qui dit qu'ils ne pèsent pas assez lourd pour leur âge. Je ne peux pas aller dans l'État de Mecklembourg toutes les semaines. Donc, je promets à mon futur mari que mes médecins pourraient le traiter ici à Berlin. Mais sans système d'assurance, sans assurance, à Berlin, il a pu être soigné. Il a eu les échographies, il a eu tous les soins nécessaires. À Berlin, oui, on a été bien informés, mais ses droits ne sont pas respectés. Il doit venir toutes les semaines à Berlin pour qu'on lui fasse une autre piqûre, une autre injection. Maintenant, lui ont traité le genou, mais il a beaucoup d'autres problèmes médicaux à part le genou. Il a des problèmes à la peau, des problèmes de sang, de pression sanguine. Depuis qu'il est arrivé en Allemagne, il a demandé de l'aide depuis le début. Il n'en a pas reçu, seulement à Berlin. C'est pour ça qu'on nous donne cette possibilité que les enfants viennent à Berlin, s'il vous plaît. Parce qu'il ne peut pas être ailleurs en Allemagne. Moi aussi, je travaille à Berlin. Pour nous, ce n'est pas possible. On n'a pas les moyens d'aller toutes les semaines rendre visite aux enfants. C'est très important pour la santé de mon mari, de mon compagnon et aussi pour la santé de ses enfants. Very much, Merci beaucoup. and your ad. It's really
fascinating the courage that you have and also the situation Merci de votre courage. we heard before about the situation in Greece islands and we hearing from Nous avons déjà écouté les témoignages au sujet des concilies grecs. Il y a aussi today that we can ce qui se passe witnesses au about Royaume-Uni, mais c'est vraiment unique. Aujourd'hui, on entend directement les témoignages des réfugiés qui nous parlent des problèmes de santé et de droits humains. Nous avons encore 3 témoignages. Un qui va parler de la discrimination de la police en Allemagne. Ce n'est pas aux États-Unis, c'est en Allemagne. L'Allemagne était considérée comme un pays sûr, un endroit où ils pouvaient venir se réfugier. Et on voit qu'en fait, ils souffrent de conditions très, très dures. Je suis très impressionné par vos témoignages aujourd'hui, par le courage dont vous faites preuve. J'espère que ça ne vous fait pas souffrir un peu plus. Et je voudrais demander aux jurys s'ils ont des contributions. On est un petit peu en retard, mais je pense que c'est important d'avoir écouté pleinement tous les témoignages avec le temps dont ils avaient besoin. Est-ce que vous avez une réponse ou une contribution ou des questions à ces témoignages? D'accord. Ein Moment bitte. Now can someone pass him a microphone? Or are you willing to come here? Thank you very much. Voulez-vous bien venir jusqu'à la tribune pour pouvoir parler au micro? Mein Name ist Ansel Refugee struggle, be ready, dieses please. Lagers und sehe es seit ungefähr 2 Jahren. Kenne ich die Verhältnisse ein bisschen. Ich selbst habe Hausverbot dort, darf nicht in das Lager rein. Und Un certain temps, je connais la situation depuis 2 ans. Je peux pas, j'ai pas le droit de rentrer parce que nous, on n'a pas le droit de rentrer. On dépend des témoignages de ceux qui rentrent. Ce que je veux dire, il faut un peu voir la situation. C'est un camp sans infrastructure. C'est une ancienne caserne désaffectée à la douane ancienne entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest en ce moment. C'était vraiment le dernier coin de Mecklembourg au milieu de la forêt, et la prochaine petite ville est à environ 8 km. D'accord ? Alors avant, il y avait un médecin. Maintenant, il y a seulement 2 aides-soignantes, l'infirmière en fait. Et le médecin n'a jamais été remplacé. Et toutes les consultations qu'on doit faire en dehors du camp, parce qu'on n'a pas le droit de rentrer dans le camp, on voit que il n'y a vraiment pas de soins médicaux pour les maladies chroniques, par exemple diabétiques. Les diabéticiens, ça n'existe en fait pas. Pas de soins pour les maladies chroniques et même pour des problèmes aigus. Souvent, c'est à nous, depuis l'extérieur, de réclamer pour qu'il y ait vraiment une réaction et les personnes soient envoyées à un médecin. Tout le mécanisme de sélection est plutôt de façon à ce que le moins de personnes possible soient transférées vers le système de santé publique. Alors, ce matin, on a entendu parler de personnes handicapées en Grèce, et les handicapés là, dans ce camp, d'après ce que je vois, mon observation, reçoivent pas de soins appropriés, ce qui aurait dû être le cas
par norme, simplement pour compléter les informations que vous avez reçues. We are going on now. Non, on continue. Please open your mic. Ouvrez votre microphone, s'il vous plaît. Also coming to Germany, Alors, en venant, it's one of the type of euh, refugee struggle. nous avons notre apportation sur les réfugiés en Bulgarie. Parfait, merci. Je suis un réfugié en Allemagne, en Bavière, et la qualité, c'est un peu difficile la situation pour les réfugiés en Bavière. C'est bien en Allemagne, mais je dirais la Bavière, c'est le pire pour les réfugiés en ce qui concerne le programme préparé. D'abord, je peux dire, le problème principal, c'est la brutalité, la violence policière auxquelles sont soumis les réfugiés. J'ai entendu un collègue en a parlé dans une maison. Les Maltaisiens travaillent ici aussi. C'est la même chose ici en Bavière. Ils rentrent dans une chambre, ils regardent la chambre, ils disent ça c'est trop cher, tu peux pas avoir ça, ça c'est quelque chose qui n'est pas normal que tu es. Et c'est vraiment brutal. C'est aussi beaucoup de violence contre des réfugiés souffrant d'un handicap. Alors, dès qu'il y a un problème, on a les mains, les pieds liés et les gens doivent voir cela. On a des preuves pour le montrer. C'est quelque chose qui se passe ici en Bavière. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades, mais n'ont aucun accès aux soins médicaux. On dit, ouais, là, on peut dire, on peut pas payer. Alors, moi, je crois que chaque maladie peut être mortelle, potentiellement mortelle. Mais on ne peut pas dire cette maladie, on ne peut pas payer. Alors, pour les réfugiés, et être un réfugié, c'est vraiment, on ne sait pas ce qu'il y a. Et il ne faut pas oublier, en Allemagne, on dit que on est bienvenu en Allemagne, mais on ne peut pas tout pour eux. Je crois que l'intention est souvent bonne, surtout ici. Il y a des réfugiés qui vivent depuis 8 ou 10 ans ici, mais ils ne parlent pas encore allemand. Ce n'est pas parce qu'ils sont stupides, mais il y a quelqu'un dans cette condition et il reste isolé. Il ne peut pas comprendre ce qu'on lui dit. On a la chance. On ne peut pas aller à l'école si on est dans un camp, sauf si vous avez un cas particulier. On n'a pas le droit d'aller à l'école, on n'a pas le droit d'aller travailler. Tous ces problèmes, on les a ici. Les personnes en Bavière en souffrent, hein, les réfugiés. Nous avons des gens qui parlent avec nous, ils ont d'autres camps, les situations sont différentes, mais je peux dire ici, la situation ici est vraiment dure pour les réfugiés parce qu'il y a des personnes extrêmement traumatisées. Ils n'ont pas accès aux soins médicaux. Certains, ils sont tout seuls. Alors, on voit quelqu'un qui arrive et puis au bout d'un moment, il est malade. Les situations sont vraiment difficiles. Et maintenant, il y a des personnes. Alors, on parle avec les individus et on voit que c'est le stress, la pression qui les rend malades. Et une personne qui ne travaille pas, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Il a toute la journée, il a resté dehors. Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, il dit, bon, euh, alors, nous avons aussi beaucoup de cas que les réfugiés sont employés, même si ils n'ont pas le droit de le faire, alors on les fait travailler de façon illégale, pour ainsi dire. Hein.
for your input. Alors, pour que vous sachiez, Sorry. I should go ahead. Yes, please go ahead. allez-y. Good afternoon. I'm a Bon après-midi, je suis réfugié ici en Allemagne, Bavaria. en Bavière. Hein. The main issue Le plus grand here problème, about police brutality, c'est la violence, la brutalité policière. I really don't call it police Et brutality because je dirais I call que, it racism. en fait, Yeah, that's what I j'aime call pas it. parler. Police brutality is just Bon, je préférerais peut-être l'appeler racisme pour pas parler de violence ou brutalité policière. Alors, situation that we find ourselves here in Germany. la situation dans laquelle nous nous trouvons ici en Allemagne ne devrait pas être ainsi. Ce n'est pas acceptable, c'est inacceptable. Dans le 21e siècle, en Allemagne, alors comment est-ce possible que les choses soient ainsi quand on invite aux réfugiés de tous les pays en leur disant qu'ils sont bienvenus et au moment de l'accueil, on voit les gens partent parce qu'ils souffrent dans leur pays d'origine. Il y a des problèmes chez eux, alors ils partent. Et moi, je dis que dans un de ces camps, en Bavière, ils souffrent aussi. Alors parfois, ils ne nous traitent pas comme ils devraient le faire et nous souffrons de cela. Ce n'est pas du tout ce que nous attendions quand nous sommes venus. Et si vous me demandez sur la violence, la brutalité policiale ou de la police, alors c'est vrai qu'ils viennent au camp, mais ils ne viennent pas pour prendre soin de nous, pour nous orienter, nous aider. Ils viennent pour nous tuer. C'est ce qui se passe en Afrique, d'accord, dans nos pays d'origine. Ils viennent pour tuer. C'est ce qu'on a chez nous. Et ces personnes, dans des centres, c'est comme en Afrique, que des gens qui tuent les leurs en disant si tu votes pour moi, je te protège et sinon, voilà. Et on voit le même comportement ici et je crois qu'en Allemagne, c'est pas correct. Il y a des Allemands qui sont des très bonnes personnes, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, parce que sinon, je ne serais pas ici, je ne parlerai pas à cet événement. Il y a des personnes qui nous écoutent quand on parle de nos expériences dans les camps, nos manque de sécurité. Quand on est dans un camp, Lager, on appelle en allemand, on est ici, tout ce qui nous arrive, c'est quelque chose que nous devons subir. Nous n'avons pas de droit. J'ai porté une lettre, que le gouvernement m'a envoyée qui dit que qui parle de l'accès à l'école, mais je n'ai pas le droit d'accéder à l'école, d'aller à l'école parce que je suis réfugié. Je devrais rester à la maison jusqu'à ce que j'ai 50 ans ou quoi. Alors, nous allons vivre nos jours sans rien faire. Alors, en fait, ils font ça parce qu'ils veulent que tu abandonnes, que tu retournes dans ton pays. Voilà. C'est ce qu'on fait aux réfugiés. Ce sont des stratégies pour nous faire retourner. Ils disent que c'est mieux comme ça. Et
Si on voit ce qui se passe en Afghanistan ou dans des autres pays, il y a des personnes dans des situations de guerre, il y a des tueries. Ouais, en Allemagne aussi, il y a des choses qui se passent, il y a des tueries, mais c'est quand même différent. Hein, c'est pas aussi complet ni généralisé dans toute la société. Il y a des choses qui arrivent, mais ce n'est pas commenté dans les médias. On voit ces choses-là dans les camps, quand on voit ce qui se passe dans le camp, mais c'est pas communiqué. Les gens qui vivent là connaissent la vérité. Alors, on peut même pas rester tranquille là-bas. Il y a des enfants dans les camps, dans ces centres d'accueil, des personnes qui meurent. Et il y a des personnes qui ne sont pas en bonne santé. Et c'est le cas maintenant dans le camp, le centre où je suis, avec le genre de traitement qu'on reçoit. Comment vont-ils survivre? Comment peuvent-ils survivre avec ce qu'ils mangent tous les jours? La plupart de personnes mouriront avec ce genre d'alimentation. Les moyens ne sont pas. Les médias n'ont pas d'intérêt à publier ces informations sur ce qui se passe en Allemagne. Hein. Je vais passer la parole à d'autres pour qu'ils puissent parler de leur expérience personnelle. Merci. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Yeah, my name is Samson. Je m'appelle Samson. J'ai 18 ans. Je suis de Sierra Leone et de l'Afrique occidentale. J'étais dans un des camps d'origine, un camp de réfugiés. J'étais 2 ans dans ce camp, presque 2 ans, parce que We organized the protest that je suis restée 2 ans, j'ai rien fait, on n'avait pas le droit. Je suis tout simplement restée là. Alors, on était à 5 ou à 6 en salle. Ils ne nous ont pas permis d'aller à l'école, de travailler, de faire quoi que ce soit. Et après, j'étais transférée à notre camp. Et quand ils m'ont transférée, je suis allée à l'école. Ensuite, j'ai dit, il faut que j'aille à l'école. C'est une question d'âge. Et je suis allée 3 mois à l'école. Combien de temps? 3 écoles. Alors, il y a eu des problèmes. J'ai fait un test. Ils ont dit, d'accord, l'évaluation est bonne. Oui. Alors, je me reparle. Ben non, pas d'accès. Alors, je suis de nouveau dans une maison, je ne peux pas aller à l'école. Dans mon camp antérieur, j'avais un ami, Sulman, il a été battu. J'ai des photos, je peux le prouver. J'ai les photos dans mon téléphone. Et on est allé à la police, mais la police est venue. Ouais. Mais c'était vraiment une situation extrême. Il a été harcelé, tout ça s'est répété, il a eu le poignet cassé et tout. Il y a eu des pressions de la part des personnes qui n'étaient pas censées être là. Et des gens qui sont allés, qui lui ont cassé le poignet pour lui prendre son argent. Alors vraiment, la vie pour les réfugiés en Allemagne n'est pas bonne. On reste à la maison, on fait rien, c'est pas bien pour nous. Et si nous partons de l'Allemagne où on change de camp, c'est pareil. On l'a vu plusieurs fois. Moustaphe, mon ami, a fait ça. Il est parti en France, aux Pays-Bas, il est revenu, c'est pareil. Alors, c'est vraiment. Oui. Alors, j'ai dit, on ne peut pas voyager comme ça, c'est des temps de corona. Alors,
Et c'est vraiment c'est critique et c'est très, très difficile. Alors parfois, ils enferment les gens et je leur demande pourquoi ils ont fait ça, pourquoi vous faites ça, c'est pas correct, on peut pas. C'est une vulnération des droits de l'homme, on ne peut pas faire ça. Nous sommes des réfugiés, on n'est pas là pour être traités comme ça. On ne va pas à l'école, on ne fait pas des études, on ne travaille pas, on ne fait rien, ils nous disent qu'on ne peut rien faire et par-dessus le marché, ces violences, c'est vraiment difficile. La vie en Bavière est vraiment misérable pour les réfugiés. Voilà, merci. Et je m'appelle Samson. Thank you for your input. Merci pour cette apportation. Nous avons une question pour nos témoignants de la part des jurés. La question est, alors, comment on fait si on se plaint? Est-ce qu'on a un conseil légal? Vous pourrez parler en allemand aussi. Hein? Non, espagnol serait encore plus facile, oui, en effet. Ouais, pas de souci. S'il y a eu une consultation sur les questions juridiques, la réponse sera en espagnol, donc dotez-vous de vos dispositifs de traduction. Alors, la question était si on a eu une espèce d'aide par un avocat ou une partie légale. Oui, sans masque, ce sera mieux. Nous avons cherché à travers Caritas un soutien pour réaliser ce transfert le plus vite possible, un transfert à Berlin. Malheureusement, ça a été pratiquement impossible parce que les avocats de Caritas sont extrêmement sollicités. Ils ont beaucoup de cas. Et tous les rendez-vous, c'est à partir de l'année prochaine. Pour moi, c'est rare et c'est très difficile. Je voulais dire, le problème d'autisme du fils de mon conjoint, c'est dangereux. Et au lieu de s'améliorer, ça empire parce qu'il n'est pas traité. À Berlin, il y a beaucoup d'écoles où il pourrait assister à un traitement, où on pourrait l'aider. Alors pour lui, c'est extrêmement déprimant. Il a perdu connaissance 2 fois par le stress, son état physique, étant en sous-poids. C'est vraiment pour lui un poids extrême. Il est sous beaucoup de pression. Alors le fait, c'est que nous, on a essayé de faire quelque chose, de trouver un avocat, mais on n'arrive pas à avoir l'argent. On n'a que quelques euros à la fin du mois que je gagne. C'est juste même pour les repas et pour les transports absolument nécessaires, pour l'attention médicale, les soins médicaux nécessaires. On ne peut pas payer 1 000 € à un avocat, par exemple, pour qu'il nous aide. Alors moi, franchement, au nom de mon futur mari, je voudrais demander de l'aide, toute aide possible pour accélérer le transfert. Je l'ai déjà présenté. La seule personne qui peut lui aider, c'est moi, pour sa santé et celle de ses enfants. Il y a ici, il y a à Berlin, non seulement des écoles, mais aussi des réseaux et des soins médicaux où il pourra récupérer sa lésion au genou. Alors, là-bas, en Mecklembourg, et c'était impossible. Ils lui ont mis les obstacles pour faire que ce soit impossible, le plus impossible possible. Voilà. Alors, ce sont mais nous ne sommes pas en condition de payer un avocat. Voilà.
Merci. Merci. Merci à nos témoignants qui sont venus. Alors, nous voudrions continuer avec un témoignage. Je voudrais demander à tout le monde de garder les questions pour les poser à la fin. Nous allons suivre avec le prochain sujet. Nous avons un témoignage qui veut rester anonyme, ne veut pas montrer son visage ni son nom. Il y aura un interprète avec lui, Alexander Eprussi, et vous allez voir simplement une image sur l'écran et entendre les voix. Voilà. Il y aura une traduction vers l'anglais. Hello, my name is Javed. I am from Afghanistan. Bonjour, je m'appelle Javed, je viens d'Afghanistan. I come from Afghanistan. I came to Europe 5 years ago. Je suis arrivée en Europe il y a 5 ans. J'étais pendant 5 ans en Suède et puis je suis venue en Allemagne. In Sweden, I was a minor. In Germany, I was still a minor. I showed the German authorities my En Suède, j'étais encore un mineur. J'ai montré mes papiers d'identité. Ils ont vu que j'étais mineur, mais les autorités allemandes n'ont pas reconnu ces documents. Ils n'ont pas considéré que c'était des documents valides, valables, véritables. I had Afghan identity documents attesting to being underage. I had Swedish documents attesting to Les being papiers d'identité que j'avais, c'était des documents afghans qui disaient que je suis mineur, que j'étais mineur, et les papiers suédois également disaient la même chose, mais les autorités allemandes n'ont pas voulu les accepter. Ces preuves, ce n'étaient pas des preuves pour eux. It is unfair to be recognized with an age that is not yours, and I wanted them to test me, to have some medical tests. C'est injuste qu'on ne reconnaisse pas mon âge véritable. J'aimerais qu'on puisse faire d'autres tests, d'autres analyses pour démontrer que j'ai l'âge que je déclarais avoir. Moi, c'est un témoignage juré avec témoins que j'ai présenté. I spent 6 months living here in Germany legally, and after 6 months, the police decided that they wanted it. It was decided that J'ai vécu pendant 6 mois en Allemagne de manière illégale. Ils ont voulu me déporter vers la Suède et on m'a obligé à vivre de manière illégale. En gros, on m'a fait disparaître. I spent 1 year living illegally in Germany. J'ai passé un an. Pendant un an, j'ai vécu illégalement en Allemagne. C'était très difficile. Je vivais dans les rues, je dormais dans les rues. Je n'avais pas du tout d'argent. C'était une année très difficile pour moi. I spent a year underage. I was a child, spent a year living illegally, and I believe this Comme un mineur.
tout en étant mineur, même que je sois mineur, j'ai vécu de manière illégale dans ce pays pendant 1 an. Je voudrais dénoncer cette situation pour qu'il n'y ait pas d'autres enfants à qui ça arrive. Aucun enfant, aucun adolescent. Thank you for your time, and if you have any questions, I'll be happy to. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Thank you for sharing your testimony with us. We would continue Merci pour ton témoignage. On va continuer. from the monitoring group against forced return at the airports in Nordrhein-Westfalen. On va continuer avec le groupe sur les retours forcés dans les aéroports. On aura une présentation par Zoom online. On nous a préparé un PowerPoint pour qu'on puisse suivre plus facilement. Yes, good afternoon, everybody, and thank you very much for the invitation and the opportunity to speak on this. Merci de me donner l'occasion de parler dans ce tribunal extrêmement important. Je m'appelle Alia Heune. Je suis observateur de retour forcé indépendant, moniteur de déportation. Aujourd'hui, je parle au nom de 4 observateurs indépendants de retour forcé qui existent en Allemagne. Il y en a 2 qui sont présents online également, Dina de Berlin et Raphaël de Francfort. Ils sont préparés aussi pour répondre ensuite si vous avez des questions. Actuellement, il existe des systèmes indépendants de surveillance du retour forcé qui dépendent d'ONG. Ça existe dans les aéroports de Francfort, Cologne, Düsseldorf, Bonn et Hambourg. Mais il n'y a pas d'observateur à Hambourg actuellement. Le poste est vacant. Les objectifs principaux est d'assurer la transparence dans un secteur où le public n'a pas accès et de surveiller si la question des droits, des normes humanitaires et le principe de proportionnalité sont respectés. Je voudrais souligner l'indépendance de cette ONG, Forced Return Monitors. Elle est complète, elle n'a rien à voir avec l'observation qui est organisée par Frontex. Nos employeurs sont des organisations non gouvernementales, Diaconie ou Caritas. Nous pouvons communiquer directement, faire la médiation avec toutes les personnes qui ont impliquées, même avec les personnes qui sont obligées au retour, et rapatriées, comme on dit, même si je n'aime pas ce terme. Et nous rendons régulièrement compte de ce qui se passe dans un conseil d'administration indépendant, dans les forums qu'on appelle les forums d'aéroport, qui ont des représentants d'églises, d'organisations gouvernementales et non gouvernementales. Cependant, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'y a pas d'ancrage législatif au niveau fédéral. C'est-à-dire que l'article 8 du paragraphe 6 de la directive sur le retour n'a pas été traduit dans le droit national allemand. La surveillance ne couvre pas la phase du pré-départ, c'est-à-dire le moment où les rapatriés sont remis à la police, à l'aéroport, jusqu'à ce qu'ils montent à bord de l'avion. Donc, on ne surveille pas à bord de l'avion et on n'observe pas non plus quand les soi-disant rapatriés sont emmenés depuis leur logement jusqu'à l'aéroport. Nous n'avons pas d'intervention directe en tant qu'observateur, même dans les cas de violation grave des droits de l'homme. On a un accès limité aux données relatives aux rapatriés, comme par exemple, on n'a aucune information médicale sur les différentes personnes. Et il y a aussi des restrictions par rapport aux relations publiques, c'est-à-dire que les surveillants ne sont pas autorisés à parler en public. Même à l'exception des rapports annuels qui sont régulièrement censurés par les agences gouvernementales, aucun des rapports réguliers qu'on fait tous les mois ne sont publiés.
Ces rapports réguliers qu'on fait tous les mois donc, sont seulement discutés dans des réunions privées, non publiques, dans les forums de l'aéroport, dans cet organisme, forum de l'aéroport. Ça, les zones à problème, les problèmes principaux qu'on observe comme on fait des rapports sur des problématiques complexes. Les principaux sont les difficultés organisationnelles, 2, le traitement des rapatriés, 3, la séparation des membres de leur famille, 4, la protection de l'enfance dans le contexte des retours forcés, et 5, le problème du retour forcé et problèmes de santé. Il est important de noter qu'à partir d'un cas problématique, on a souvent 2, 3 questions ou plus qui sont présentées au forum de l'aéroport. Je vais insister un petit peu sur les retours forcés et la santé parce que la plupart des cas qui sont présentés au forum de l'aéroport par les observateurs en Allemagne ont à voir avec des problèmes qui concernent l'état de santé des rapatriés et leur aptitude à voyager. Dans le cas de la Rhénanie du Nord-Westphalie, ces cas représentaient plus de 40% de tous les cas, c'est-à-dire 34 cas sur 84 au total. Dans le contexte des retours forcés et de la santé, les problèmes ont le plus souvent à voir avec les choses suivantes. La coopération entre les médecins, le personnel et les autorités, la fourniture de médicaments pendant l'opération de retour forcé, mais aussi en ce qui concerne la fourniture et l'accès aux médicaments dans le pays de destination, y compris tous les documents, le dossier médical. Les certificats médicaux devraient être établis par des spécialistes et pas des simples certificats d'aptitude à voler. Il y a aussi des problèmes d'informations médicales concernant les rapatriés qui ne sont pas communiqués aux autorités en charge des étrangers et la police fédérale. Et ils prétextent des questions de confidentialité pour ne pas passer à la police les certificats médicaux. Et même les certificats médicaux ne sont pas remis. En 2019, les observateurs de la Haute-Rhénanie du Nord-Westphalie ont recensé 6 cas à cet égard dans les expulsions hors des hôpitaux psychiatriques. En général, une augmentation de ces cas a été observée. Après, je vais vous parler de 2 cas, 2 exemples, pour que ça soit plus concret pour vous. Le premier cas s'est produit en 2018 à l'aéroport de Hambourg. Notre ancien collègue surveillait un soi-disant vol charter médical. C'était de l'Allemagne vers le Ghana. Le rapatrié, entre guillemets B, souffrait d'insuffisance rénale et d'une pression artérielle basse et d'autres troubles connexes. Selon le médecin qui l'accompagnait, le patient était mortellement malade et sa vie dépendait de prendre régulièrement ses médicaments. Notre collègue de Hambourg a décrit B comme étant apparu dans un état de santé faible, avec les yeux très rouges, les pieds gonflés, parlant extrêmement bas. B a indiqué qu'il vivait en Allemagne depuis plus de 10 ans et qu'il n'avait donc plus de réseaux sociaux au Ghana, plus de contact avec personne. Par conséquent, il supposait qu'il allait mourir au Ghana parce qu'il n'avait pas les moyens financiers ou ni d'amis ni de famille qui pourraient s'occuper de lui au Ghana. Étant donné que l'avion était équipé de dispositifs médicaux d'urgence, et en plus du commandant et du copilote, il y avait un médecin spécialiste en médecine d'urgence, ainsi qu'un ambulancier, un paramédical. Le vol était qualifié d'unité de soins intensifs volants. Vous voyez ça sur la photo. Les organisations de défense des droits de l'homme présentes au forum aéroportuaire ont dénoncé cette affaire comme étant totalement inhumaine et disproportionnée. C'est un exemple extrême de l'interprétation étroite de l'aptitude dite au déplacement, qui se concentre uniquement sur la capacité de transport des personnes touchées. Si la capacité de transport n'est pas garantie sur les vols réguliers et les charters, elle est mise en œuvre
avec des mesures rigoureuses comme une charte médicale. En plus, ce cas est également un exemple de problème concernant la sélection des médecins accompagnateurs. Outre le fait qu'un spécialiste en médecine d'urgence n'est pas nécessairement un spécialiste des maladies rénales, il est fortement douteux que ce soit le même médecin, celui qui accompagne, celui qui a déclaré que le patient était mortellement malade et le même médecin qui a accepté de l'accompagner. Alors, bien qu'on ait donné à B des médicaments pour 3 mois de traitement, aucune idée de comment il était censé financer son traitement médical par la suite. L'expulsion a finalement eu lieu sur la base d'un calcul économique, c'est-à-dire qu'ils ont regardé s'il en coûterait plus de continuer à le traiter en Allemagne ou d'organiser un vol charter de soins intensifs volants. Je vais vous présenter un deuxième cas de déportation et de suicide. En 2019, les surveillants de Düsseldorf, des observateurs de Düsseldorf, ont assisté au retour forcé d'une personne en Afghanistan qui a tenté de se suicider le jour de son expulsion. Lorsque le rapatrié N a été arrêté par la police dans son appartement partagé, il a essayé de se couper les veines. Par la suite, N a été amené à l'hôpital où il a été suturé avec plus de 40 points de suture et bandé. Vous avez la photo originale. Le médecin traitant l'a déclaré apte à voyager et donc N a été amené à l'aéroport par la police sans médecin, sans personnel médical qui l'accompagne. Pour le transport, la police l'a menotté et lui a mis un casque. Lorsque N a été remis à la police fédérale à l'aéroport, un agent lui a remis un autre rapatrié, entre guillemets, et a commenté la situation avec ces mots. « Oh, cool! C'est un Hannibal Lecter ou quoi ?» N a été expulsé vers l'Afghanistan à bord d'un vol charter Frontex avec 32 autres rapatriés, entre guillemets, 69 policiers, un médecin accompagnateur, un interprète et un observateur de Frontex. Le cas extrême de N soulève des questions sur 3 sujets qui ont rapport avec retour forcé et santé, c'est-à-dire la coopération entre les médecins et le personnel et les autorités. 2, les certificats médicaux doivent être établis par des spécialistes et non être seulement des certificats d'aptitude à voler. 3, les retours forcés dans un contexte de traitement hospitalier. En outre, le commentaire de l'agent responsable de notre rapatrié est un exemple négatif de traitement complètement inapproprié et inhumain de comment les rapatriés sont traités par les autorités. Du point de vue des observateurs de retour forcé, il est absolument incompréhensible que N ait été expulsé vers l'Afghanistan au lieu d'être hospitalisé pour d'autres traitements médicaux et psychologiques. De même, il est incompréhensible que dans ce cas extrême, il ait été établi un soi-disant document de apte à voler. C'est incroyable que ça a été suffisant au lieu d'un certificat médical délivré par un psychiatre ou un psychothérapeute. La même critique concerne le fait que N était accompagné à bord de l'avion par un médecin généraliste et non par un spécialiste de santé mentale. Enfin, je vais conclure ma présentation concernant maintenant, je vais parler du COVID. Malgré les restrictions mondiales qui concernent les contacts interpersonnels, les voyages, la mobilité en général, afin de contenir la pandémie, les retours forcés n'ont pas été suspendus à aucun moment. Seulement les transferts qui dépendent du règlement de Dublin III ont été suspendus temporairement, mais ils ont repris. Les retours forcés ont été appliqués tout le temps, mais avec des dépenses supplémentaires qui sont considérables. Des vols charters, par exemple, vers des pays comme l'Albanie, la Serbie, le Pakistan, etc., ont également eu lieu régulièrement. Par exemple, le 24 mars, des rapatriés, 21 rapatriés ont été escortés par 20 officiers de police, expulsés donc vers la Serbie depuis l'aéroport de Düsseldorf, juste un jour après que le gouvernement fédéral de Rhénanie-Westphalie ait officiellement annoncé un confinement. Pendant ce temps, les vols réguliers vers la Serbie avaient été suspendus naturellement.
À cet égard, des questions critiques doivent être soulevées. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut appliquer des mesures d'hygiène et de protection contre les infections pour contenir la pandémie de Covid dans une opération de retour forcé en charter, alors que ces vols sont des vols de parfois plus de 100 personnes à bord? Si on ne teste pas toutes les personnes, même moi-même en les testant, comment on peut garantir qu'il n'y a pas de personnes infectées par le coronavirus à bord? Comment justifier les retours forcés dans des pays où le taux d'infection est élevé, où il y a très peu de systèmes de santé très médiocres? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pratiquement aucune transparence entre ce qui concerne les retours forcés en période de pandémie mondiale de COVID-19? Merci pour votre attention. Voici les sources. Thank you very much for your input. Merci beaucoup de votre participation et témoignage. Je voudrais maintenant demander aux jurés s'ils ont des questions à l'un ou l'autre des témoins qui viennent de prendre la parole. Et les autres personnes qui ont témoigné sont encore avec nous online, par Zoom. Si vous avez des questions. Merci pour votre témoignage. J'ai une question pour notre témoin sur les mineurs. Est-ce qu'il pourrait nous expliquer, le témoin sur les mineurs, comment est-ce que les autorités l'ont emmené alors que c'était un mineur? Est-ce qu'ils ont fait des tests, des prises de sang? Comment ils ont déterminé qu'il n'était pas mineur? Comment est-ce qu'ils ont fait pour évaluer qu'il était mineur et pour évaluer qu'il ne l'était pas? So your question actually to the couple? No, it's sorry. It's already being translated. Okay, thank you. So now we're waiting for the question to be translated. On attend que son traducteur lui ait traduit parce que à la tribune, apparemment, ils ne nous entendent pas. On ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez brancher votre micro? Il attend qu'on lui allume le micro. Si on pouvait le voir à l'image aussi, ça serait bien. و از ما که از سودان آمدم در سودان مدت 4 سال میشد زیر سین بودم و علم کار آیسای سودان من بود بشیم گفتم من سودانم زیر سین هستم اما که از ما پرسید بدون از اینکه از ما بپرسه سین آورده بود برای ما کپی کرده و سین ما گفتم سین از ما قدره همه چی سوال که جواب دادم بعد سین نشان داد گفت ما تصمیم گرفتیم سین سوی قدره است. There was no kind of seeking of proof or of medical tests or anything of that kind. He had been living in Sweden for 4 years as a recognized minor. This was No hay pruebas. Pardon, il n'y a pas de preuves.
Il n'y a eu aucune analyse. En Allemagne, moi j'avais mes documents de quand j'étais arrivée. J'avais mes documents de mon pays quand je suis arrivée en Suède et puis les documents suédois et ils ont simplement décidé que c'était pas valable, mais ils n'ont pas fait d'examens médicaux, rien du tout pour décider que c'était pas valable ou décider de mon âge. Merci. Une autre question? Can we see the screen? Yes, thank you. Okay. Go ahead. Yes, I had a question for Dalia. Thank you so much for your presentation. Can you It's speak very louder, clear. please? Sorry, yes. I had a question for Dalia. Thank you so much for your presentation. I was wondering if you could explain the relationship between your organization and the Une state. question à Dalia. You seem to have a little bit of Est-ce que vous leverage. pouvez expliquer la relation entre votre organisation et l'État? So I think I wanted to understand a bit more how that relationship works. And the second question is whether, because of this very problematic cooperation. Tu expliques quelles sont concrètement les relations entre les médecins, les autorités? Est-ce qu'il y a des campagnes Amongst the medical community to alert them auprès des médecins de la communauté médicale their collaboration? Thank you so much. et qui leur expliquent l'impact de leur collaboration, des décisions qu'ils prennent dans un sens ou dans l'autre? J'ai mes deux collègues qui sont avec moi, j'aimerais bien qu'ils répondent eux. I think you can go ahead. Okay. So Non, I allez-y will vous. Je vais répondre alors à la seconde question. Je vais répondre alors à la deuxième question. Alors non, il n'y a pas de campagne concernant auprès des médecins. Il n'y a pas de campagne auprès des médecins pour les convaincre de l'impact de leurs agissements dans un sens ou dans l'autre. Et on a des contacts avec différents médecins et on voudrait renforcer ces contacts. Il y en a beaucoup qui ne sont même pas au courant de ce qui est en train de se passer. Concernant la première question, c'est difficile de répondre. On est indépendant, c'est vrai, mais on est aussi en partie financé par l'État, par les États fédéraux. Et d'un autre côté, il y a aussi la surveillance menée par Frontex en parallèle. Donc, dans le cas de l'Allemagne, les observateurs de Frontex sont choisis par le BAMF, c'est-à-dire, je ne sais pas ce que c'est le BAMF. Ah, elle non plus. Le ministère qui est responsable de prendre les décisions concernant les réfugiés, concernant leur déportation. Donc, c'est eux qui choisissent les observateurs du Frontex. Il y a aussi du lobbying. Certains aéroports sont seulement couverts, sont pas nombreux à être couverts, c'est pas tous. Il y a certains où il n'y a pas du tout d'observateurs. Certains aéroports. Merci de votre réponse. Nous avons la dernière question. Ma question est aussi une question pour Dalia. Merci pour... Ma question est, est-ce que les docteurs qui doivent décider si ces personnes vont être déportées ou pas, est-ce que ce sont des docteurs indépendants ou est-ce que ce sont des docteurs du système national de santé? Qui sont ces docteurs qui donnent l'autorisation à voler ou ces certificats d'aptitude à voler? Qui c'est qui les délivre? Je ne peux pas répondre à ça. Ma collègue peut-être répondre. Ils sont choisis par les autorités
qui sont aussi ceux qui décident que les personnes doivent être expulsées. On n'en a pas d'infos. Et c'est aussi la police qui choisit, on ne sait pas d'où ils viennent. Definitely, they are not specialists. So it's Ce ne not sont en tout cas pas des médecins spécialistes en fonction de chaque expulsé. And when it comes to the fit to flies, there are no special Concernant requirements. l'aptitude à voler, Requirements that the refugees have to il n'y a pas d'exigence. Ça peut être n'importe quel médecin. Alors que les réfugiés doivent, eux, présenter tout un tas de documents pour éventuellement éviter la déportation. C'est absolument incroyable pour moi qu'à ce niveau, qu'on donne un certificat d'aptitude à voler, que ce soit à des personnes qui n'ont rien, qui sont même pas médecins. Ah oui, oui, d'accord. Il semblerait que j'ai pas bien compris. C'est carrément des personnes qui sont même pas médecins qui donnent des certificats d'aptitude à voler. According to what the doctors be chosen, and if they are chosen by any kind of institutions other than the state itself or the police itself. Alors moi, j'étais en train de vous demander simplement qui c'est qui choisit, c'est les médecins et qu'est-ce qu'on exige des médecins, quel type de médecins sont sélectionnés, quels critères de sélection. Est-ce qu'on peut sortir de ce dilemme, que ce soit l'État qui choisisse les médecins et qu'il y ait des critères établis en fonction de chaque situation de santé? Pouvez-vous expliquer encore quelle est l'alternative que pourraient avoir les réfugiés pour contester ce genre de décision? En général, la décision est déjà prise par le ministère responsable, le PAM. Ce sont des situations nouvelles qui peuvent apparaître, mais quand il y a des gens qui ont des maladies chroniques, ils doivent se présenter de toute manière face à ces administrations. Je ne sais pas si ce sont n'importe quel docteur qui peut écrire une ligne ou deux pour dire que vont voyager. Quelquefois, c'est à l'aéroport. Ce sont des médecins qui accompagnent Frontex, qui sont ceux qui établissent le certificat. Ils sont juste examinés rapidement à l'aéroport et on dit OK, il peut voler. Donc, je ne sais pas s'il y a des alternatives. Il faut faire du lobbying auprès de la communauté médicale en Allemagne, parce que je pense qu'eux ils sont les spécialistes, ils ne sont pas les autorités, mais eux vont être, ça va leur importer. Merci beaucoup. Thank you, Dalia. I think what makes the situation even worse is that Moi, je crois que ce qui empire la situation, c'est que les médecins sont sous pression pour produire des fausses preuves par rapport à l'état de santé des réfugiés pour éviter peut-être les déportations. Je crois, est-ce que vous pourriez approfondir un peu sur le sujet? Alors, est-ce que vous pourriez répéter la question? Je crois que ce n'est pas très clair. Bon, ben, en Allemagne, il y a eu des attaques parce qu'il était supposé que des médecins avaient donné des fausses preuves d'un état de santé de réfugiés et donc des certificats qu'ils n'étaient pas capables de voyager, pas aptes à voyager ou voler pour éviter la déportation. Alors, il y a eu beaucoup de pression sur la communauté médicale et moi, je me demandais si on pourrait en savoir davantage.
davantage parce que d'après ce que j'entends, la situation a vraiment empiré. Je connais ce débat, en effet. On appelle ça les certificats de condescendance, pour ainsi dire. Mais le problème, c'était, on n'a pas de, je l'ai déjà dit, on n'a pas d'informations détaillées sur les examens médicaux. Sauf si on reçoit un tel certificat d'une organisation qui soutient un chercheur d'asile. Et là aussi, même s'il y a un certificat de ce genre, hein, ils vont faire un examen et donner l'aptitude au vol qui annulera le certificat antérieur. Je crois que c'est facile à dire que tout ce qui est fait directement aux aéroports est faux sans avoir les preuves. On peut avoir des opinions différentes et on peut dire on peut peut-être revoir, mais particulièrement quand il s'agit de maladies psychologiques, la difficulté est évidente. Une attestation de la part d'un psychologue n'est pas acceptée. Il faut que ce soit un docteur médical et même si c'est un médecin, ils peuvent dire bon, vous l'avez vu qu'une fois ou deux ou trois, alors comment pouvez-vous vraiment certifier que cette personne a, par exemple, un traumatisme psychologique? C'est pas possible. Alors ils diront c'est pas correct, donc il est apte à voler. Non, on connaît le débat duquel vous parlez, c'est terrible, c'est terrible. Ouais, oui. Merci. Il y a une autre question, je crois que c'est aussi pour vous, la question, est-ce que des gens sont déportés, des mineurs, si l'évaluation est correspondante ou fausse? Je n'ai pas de preuves, mais je suis assez sûre. Hein. Alors, il y a une évaluation. Si l'évaluation dit que même s'il est mineur, cette personne n'est plus mineure, alors elle sera déportée. J'en suis assez sûre que ça se passe comme ça. D'accord. Merci. Alors, je voudrais résumer ce qu'on a vu jusque-là avant de rentrer dans la pause. Nous avons eu plusieurs audiences, 3 audiences. D'abord sur la situation des îles en Grèce, ensuite criminalisation de la solidarisation, ensuite les problèmes parmi les migrants, de violence et la vie dans les camps en Allemagne, le stress, la pression, et nous passerons à la dernière audition pour aujourd'hui, les droits de travail des migrants ou des migrants travailleurs. Nous avons 3 apportations en anglais et en espagnol. Alors, si vous avez besoin d'une traduction, notez-vous, préparez-vous. Nous avons prévu terminer jusqu'à 18h30. Nous allons vers une pause de 15 minutes et nous continuerons ensuite. Merci beaucoup.